Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 17 février et nous sommes aujourd'hui toute la journée en direct de Paris Kremlin-Bicêtre. Alors Paris slash Kremlin-Bicêtre parce que c'est collé à Port d'Italie, tu connais. Mais en gros voilà, on sera en stream toute l'après-midi pour ceux que ça intéresse sur ma chaîne Twitch qui est ici pour évidemment que je puisse redécouvrir un peu le jeu puisque ça va être mes premières games finalement IRL depuis 10 ans. Je vous mettrai demain une petite deck profile du premier deck que j'ai fait finalement pour me refaire un petit tournoi. Donc on verra un peu ce que ça donne. Aucune prétention à part le fait évidemment de prendre du plaisir, c'est ça qui est important. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser évidemment aux 5 faits qui ont terrorisé la méta. Et ce qui est assez marrant, c'est que je pensais que Fée allait être un type assez simple finalement. Mais au final, j'aurais pu mettre plus de 10 cartes en fait dans ce top. Les fées ont énormément de monstres qui sont extrêmement intéressants. Les fées ont énormément de choses à dire dans le jeu. Et honnêtement, je suis assez choqué de me dire que des cartes comme Ange de Loyauté, je les ai pas mises dedans. De me dire que des cartes ont tellement été trop fortes que même des cartes comme ça qui ont marqué leur époque ne vont pas avoir leur présence dans ce top. Avant de commencer, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, vous me donnez énormément de force en faisant ce petit geste. Merci à tous. Et on est parti, évidemment, pour le top 5 avec notre magnifique petit écran. Encore une fois, comme je le disais, c'est 5 cartes qui m'ont marqué moi. Votre expérience de jeu est peut-être différente. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous avez préféré ou non. Soit dans mon top 5, soit des cartes que vous auriez mis dans votre top 5. Et on est parti, évidemment, avec... Pour commencer, peut-être un qui va vous choquer puisqu'il est en carte géante derrière moi. C'est Moraltac. Moraltac, artefact. Alors, on aurait pu parler de tous les artefacts, notamment l'Ancea, qui a encore aujourd'hui un rôle prépondérant dans les side decks en fonction de certaines méta. Mais Moraltac a une mécanique qui était très intéressante. C'était un des monstres principaux sortis pour le format HAT. Il était extrêmement fort avec la magie qui s'appelait Artifact Ignition et Artifact Sanctum, le piège qui à l'époque était révolutionnaire. C'était un des pièges les plus chers de la méta. C'était 40 balles, je pense. Et en gros, Moraltac, il avait une faculté assez marrante, c'est qu'il pouvait se poser face cachée comme une carte magie dans la zone magie piège. Et si l'adversaire, tout simplement, ou si vous détruisiez une carte posée dans votre zone magie piège qui était Moraltac pendant le tour adverse, eh bien, vous alliez directement l'invoquer spécialement et détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. C'est une carte qui était extrêmement forte et qui du coup obligeait les joueurs à, là où auparavant on avait souvent tendance à essayer de nettoyer un peu les cartes magie piège avant de passer à l'assaut, et bien là des fois on pouvait pas prendre le risque parce que sinon un Moraltac nous faisait trop mal, et donc des fois on se prenait potentiellement des torrential tributes, des forces de miroir qui étaient trop fortes, et donc je me voyais pas ne pas mettre cette carte dans mon top 5 parce que je trouve que sa mécanique est très intéressante et la manière dont elle a été design. Alors évidemment aujourd'hui c'est une carte qui ne peut pas exister dans le jeu, mais selon moi, c'est une carte extrêmement intéressante et qui mérite tout à fait sa place en 5ème position ici. Top 4, un monstre qui a gagné les Worlds, un monstre qui a été une star parmi toutes les stars et le boss de son archétype, c'est évidemment le Maître Hyperion. Le Maître Hyperion qui était joué dans le deck Agent, donc vous connaissez forcément les agents de l'époque, Terre l'agent du mystère, Vénus l'agent de la création, et donc Hyperion, il pouvait tout simplement s'invoquer SP en bannissant un agent soit depuis la main, soit le terrain, soit le cimetière. Et une fois par tour, il bannissait un monstre Light Fairy depuis notre cimetière pour détruire une carte sur le terrain. Évidemment, c'est une carte qui aujourd'hui est banale. C'est une carte qui ne serait pas très intéressante dans la méta actuelle. Mais à l'époque, c'était déjà un moyen pour les joueurs budget d'avoir une carte très très forte de manière accessible. C'est un peu le début où les structures deck commençaient à avoir un impact vraiment abusé sur la méta et étaient vraiment forts. Alors évidemment, vous allez me dire que le structure Meshabo et les structures gadget étaient intéressants avant, mais là je parle vraiment de mécaniques qui ont vraiment fait leurs preuves, hein, même si évidemment gadget et Meshabo n'étaient pas mauvais. Et pour le coup, c'est vrai que Maître Hyperion a été une carte qui était vraiment très très pratique. Malheureusement, je ne l'ai pas mise dans ce top, mais il était souvent associé aussi à une carte qui s'appelait Archange Christia. Archange Christia, j'imagine, qui s'invoquait SP lorsqu'on avait 4 elfes dans le cimetière et qui empêchait les deux joueurs d'invoquer SP ou juste l'adversaire. J'ai un léger doute, mais en gros, elle était très très intéressante et en plus, quand elle était pétée, elle retournait au-dessus du deck. Mais voilà, l'idée c'est que Hyperion fait un peu un package sur ce passage où les ferries étaient évidemment très intéressants et il mérite tout à fait sa place ici en 4ème.
Troisième, une carte indéboulonnable aujourd'hui en 2023, enfin en 2024 pardon, autour des faits, c'est évidemment la devineresse du héros. La devineresse du héros qui a été une carte autour de laquelle on a fait tourner énormément de decks très intéressants. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut envoyer un monstre elfe depuis notre deck ou extra deck au cimetière. Et si on le fait, on augmente le niveau de cette carte du niveau du monstre jusqu'à la fin du tour. Et lorsqu'elle est sacrifiée, on peut invoquer spécialement un monstre elfe de maximum niveau 2 depuis notre main ou deck. Bon, c'est une carte qui est évidemment très intéressante aujourd'hui parce qu'elle invoque l'eau dans le deck Voiceless Voice. Mais c'est une carte qui auparavant donnait, grâce à son changement de niveau, des accès assez simples à la Baronne de Fleurs. Puisque du coup la Baronne de Fleurs a longtemps été une des cartes les plus intéressantes à invoquer lors de votre premier tour, puisqu'elle avait cette faculté d'interagir en annulant les cartes adverses. Mais à côté de ça, on a également moyen d'envoyer le héros de la lumière arc depuis l'extra deck directement dans le cimetière. Donc c'est une carte qui a énormément d'utilisations différentes selon les archétypes. Et du coup, qui selon moi mérite parfaitement sa place dans le podium des elfes qui m'ont un peu marqué dans le jeu. Continue à me marquer parce que je pense que la devineresse va avoir un très gros rôle dans Voiceless Voice. Donc la question c'est, est-ce que Voiceless Voice va être un archétype qui va lutter au même niveau que ses concurrents pour le moment? Moi j'en doute un peu, mais il a des choses à proposer cet archétype et j'ai hâte de le voir évidemment jouer. Alors on arrive du coup dans le top 2, vous vous en doutez, j'aurais pu mettre chaque monstre à une place différente, mais j'ai préféré faire un package, ça me semblait plus logique. Évidemment, nous allons parler des cartes Ishizu, mesdames et messieurs, et je vais vous en montrer que 2, mais vous avez forcément joué dans le format Tier Element relativement récemment. C'est des cartes qui simplement font des choses qui sont exceptionnelles. Elles permettent d'envoyer les 5 cartes du sud de notre deck au cimetière. Les cartes Tier Element faisaient des effets lorsqu'elles étaient meulées, et donc je n'ai pas mis les 2 shufflers, que sont Mudora et j'ai oublié le nom du dernier. Mais en gros, je vous ai quand même mis Kelbeck et Aguido qui auront quand même marqué le jeu de leur empreinte, que ce soit sur Master Duel ou en TCG. Ça m'énerve un peu d'oublier le dernier, là dans ma tête. Mais en tout cas, voilà. Ces cartes étaient... En fait, ces cartes, elles ont un petit défaut, c'est qu'on n'a jamais eu l'occasion de les jouer à un power level acceptable. C'est-à-dire que souvent, ce genre d'effet qui meule, ça va être un effet qui peut être potentiellement très agréable dans des decks fun, mais qui derrière va tout simplement être toxique. Et là, du coup, à la sortie de ces cartes-là dans Mama, je crois, dans Magnificent Maven, je sais pas du tout comment ça s'appelle en français, elles ont eu un impact direct et elles ont propulsé le deck Tier Element à un power level rarement atteint, puisque ça nous a permis d'avoir un format qu'on appelle Tier 0. Évidemment, je ne parle pas de toutes ces conneries que vous voyez dans les titres YouTube aguicheurs, notamment du côté de nos amis américains. Là, je parle d'un vrai format Tier 0. Et du coup, elles ont évidemment rapidement sauté, surtout que lorsque on sait que les Seigneurs Lumière vont bientôt revenir. Et du coup, vous imaginez, si ce que ça fait ça dans Tier Element, imaginez dans les Seigneurs Lumière qui, à la base, étaient les vrais... comment dire, précurseurs finalement des decks un peu meules qui faisaient des effets dans le cimetière. Moi, globalement, j'ai jamais eu l'occasion de les jouer, mais je pense que ça devait être très agréable à jouer, même si malheureusement, vous vous en doutez, ce n'était plus possible de les garder. Est-ce que vous avez des bons souvenirs avec les tiers? Vous me le direz dans le slash commentaire, évidemment. Et donc, le premier, c'était dur. Honnêtement, c'était dur de tirer encore une fois que 5 cartes. Il y a vraiment beaucoup d'elfes qui auraient mérité d'exister. Là où, par exemple, pour certains types, il n'y a pas énormément de cartes. On peut peut-être en tirer 6, 7, 8. Mais pour les elfes, il y en a beaucoup plus que ça. Et moi, c'est une carte que je trouve extrêmement intéressante, que je trouve extrêmement amusante. N'est pas si dur à contrer, en tout cas en fonction de ce que vous jouez. Et qui, selon moi, mérite la première place, c'est évidemment Apollousa, Arc de la Déesse, monstre lien de rang 4, qui va définir son attaque en fonction du nombre de matériels liens utilisés pour son invocation x 800. Donc si vous utilisez 4 monstres, ça va être 3200, 3 monstres 2400, 2 monstres 1600. Et une fois par chaîne, lorsque l'adversaire active un effet de monstre, on peut tout simplement faire perdre 800 points d'attaque à cette carte pour annuler l'activation. C'est le genre de mécanique que moi j'aime bien. C'est une mécanique qui évidemment est très toxique si vous jouez que des monstres, mais la carte à côté de ça est très sensible à tout ce qui va être effet de carte magie, effet de carte piège, même le fait de combiner et de faire des blockchains avec vos effets. Et donc cette carte est évidemment top 1 selon moi. J'aimerais vraiment sur cette vidéo avoir vos retours. Est-ce que vraiment vous auriez mis celle-ci top 1 ou peut-être d'autres? Parce que c'est vraiment très personnel. Mais encore une fois, vous me direz.
Du coup, donc pour ceux que ça intéresse, donc toute la journée de 13h à 20h, je serai en live sur Twitch aujourd'hui pour découvrir un peu les archétypes de la méta et essayer de commencer à les apprendre parce qu'on a fait un sub-goal et je suis obligé de jouer à un tournoi national cette année. Alors, ce sera probablement pas le France parce que je pense que je vais le commenter, mais on définira en fonction des dates où je suis disponible parce que vous savez Konami souvent a besoin de moi. Donc on verra bien. Et sinon, rendez-vous demain pour ceux qui sont que sur YouTube pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, des bisous. Au revoir.